La Réunion, on l'est là. On va parler de Salazie, de Grand Islet. On va parler de Maxime Amayo, qui a été en son temps un entrepreneur de renom, qui a vraiment marqué son époque dans l'agriculture, dans l'élevage de poulets. On va en profiter de cette occasion aussi pour essayer de redécouvrir un petit peu un coin de la Réunion que vraiment qu'on apprécie, c'est Grand Islet, c'est le croisement réunionnais. Bonsoir Alexandre Dupuis. Bonsoir Jessamy. Alors quand je dis redécouvrir le Grand Islet, quand on y va, on redécouvre Grand Islet. Ah oui, et d'ailleurs, on va voir à travers mon reportage toutes les facettes de Grand Islet grâce à Maxime Amayo, qui est la légende de Grand Islet. Parce que on verra dans mon reportage qu'avant, dans le temps longtemps, il y avait pas grand-chose, et qu'il y a eu vraiment une accélération des choses qui ont permis justement de déboucher sur la modernité que l'on connaît vraiment. Alors, je vais quand même reprendre quelque chose, parce que j'aime pas quand on dit avant il n'y avait pas grand chose. Ouais. Avant il y avait des individus. Ouais. Il y avait des gens capables de travailler, de faire des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller pour aller travailler dans les champs. Mais c'est vrai que c'était pas mécanisé, il n'y a pas beaucoup de monde qui habitait, il y avait vraiment pas de vie comme aujourd'hui. Mais rendons hommage à nos aînés, à nos anciens. Ils ont vraiment beaucoup donné. Ils ont travaillé, ils ont défriché, ils ont construit, et ils ont vraiment construit Grand Islet. Et Maxime Amayo y a participé parce qu'il a apporté un peu de mécanisation, des méthodes d'élevage modernes pour l'époque. Et c'est vrai que son élevage de poulets a fait le renom de Grand Islet, Grand Matin. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que quand je dis qu'il n'y avait pas grand-chose, c'était pour les équipements techniques, bien sûr. C'est sûr qu'il y avait beaucoup. Il y avait des gens qui travaillaient durement, et la vie était très difficile. C'est très très difficile. Et pour ceux qui qui montent à Grand Islet, qui sont pas de Salazie et qui font pas Grand Islet village de Salazie tous les jours, c'est aussi un chemin à parcourir. C'est pas facile quand on arrive du littoral de dire qu'on va du village de Salazie à Grand Islet, il y a 17 km à faire. Et le chemin est enlacé. Ouais, c'est sûr. Mais ce qui a permis aux gens vraiment de développer Grand Islet, c'est le système de valeurs qu'ils avaient. Ils accordaient une grande place au travail. C'est ce qui a permis justement de développer tout ça. Et quand on s'imagine qu'avant on devait faire tout ce trajet à pied, c'est impressionnant. Et en plus, Grand Islet fournissait Sani en passant par la Roche-Écrite avec des gens qui transportaient les vivres sur leur dos. C'était très, 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 très impressionnant, quoi. Et encore une fois, comme je le dis, les hauts de la Réunion sont vraiment une richesse pour l'île, parce que beaucoup de ce que mangent les Réunionnais viennent de ces hauteurs-là. Grand Islet a été aussi un grenier agricole à son époque. Aujourd'hui, il y a moins. Aujourd'hui, les jeunes partent soit étudier, soit pour travailler sur le littoral. Il y a moins d'agriculteurs par rapport à avant et par rapport à la population. Mais il y a une réalité, c'est que ce village de Salazie, de ce cirque de Salazie, a vraiment contribué à développer l'agriculture. Oui, et d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. À Grand Islet, justement, Maxime Amayo, lui, il a 40 employés, plus 100 000 poules pondeuses. Et là, dernièrement, il y a un rocher, justement, qui s'est effondré sur la route. C'était il y a... Maras-Citron. Entre Maras-Citron et le Petit Sable. Voilà. Maras-Citron, il y a un caillou qui s'est mis au milieu. Après, il y a un autre endroit, je crois, qu'il y a eu le caillou. On a vu sur les images ce caillou exploser. Entre autres, mais c'est vrai que ce n'est pas comme les routes vers Sillaos, que les routes de Salazie, et il y a aussi cette géologie
qui n'est pas simple en temps de pluie. Surtout. La route de Salazie est beaucoup plus simple que celle de Sillaos, il n'y a pas 300 virages, mais quand même, il reste une friabilité, on va dire, du terrain, il y a beaucoup de risques d'éboulement. Et d'ailleurs, René Robert, à qui l'on doit le classement de la Réunion au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO pour les remparts, les pics, les pitons, à l'époque où on devait choisir une carrière pour construire la route du littoral, à l'époque, on devait choisir une carrière à Salazie. Et lui, il a dit à Salazie que nenni, parce que les camions qui passent, qui sont surchargés de roches, ça fait vibrer le terrain et fragilise un peu plus donc, les parois. Oui, donc géologiquement, Salazie, pour faire une carrière, c'était impossible en fait. Et là, on vient de voir quelque chose d'impressionnant. On a vu que la géologie reprend des fois ses droits et montre aux hommes que la nature est plus forte que l'homme. Là, à Salazie, on devrait plus parler de campagne, puisque la campagne, c'est la transformation de la nature par l'homme. Et justement, Maxime Amaillot a dit dans le journal que grâce à ses réserves d'œufs, là, il pouvait tenir 3 jours et plus sans être approvisionné. Parce que oui, alors il fournit à plus de 15% de la production de poulet, c'est-à-dire avicole. C'est quelque chose de très impressionnant. Donc, pour un lieu où avant il y avait très peu de développement technique, maintenant, Sgantillet est carrément à la pointe de la technologie pour fournir à toute la Réunion en vivres. Donc, c'est un paradoxe qui est étonnant, on va dire. Alors, pour ceux qui ont connu l'emplacement de son élevage, qui est juste à l'entrée du village, à votre gauche, quand vous rentrez dans le village de Grand-Îlet, c'est évident que l'apport de cet outil de travail a permis le développement. D'une part, ça a apporté de l'emploi aux jeunes, donc qui ont été formés aussi dans le cadre de cet élevage. On voit bien que Maxime Amaillot avait quand même un regard, une vision sur cette activité avicole. Donc faire des œufs, faire des poules pondeuses. Mais après, quand l'activité a commencé à décliner, ça a ralenti le rythme de l'activité et un petit peu, ça a ralenti aussi la respiration du village. Oui, et puis vis-à-vis de l'abattoir de Grand Matin, il a été fermé dans les années 90, il me semble, hein, je ne sais plus dans quelle année. Et pourquoi ? Parce que à cause du soi-disant des glissements enfin, je sais pas si c'est soi-disant, mais normalement il y avait des glissements de terrain, donc le terrain où les fondations de l'abattoir étaient posées n'était pas très très stable. Et donc puis, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'avoir un grand abattoir à l'entrée de Grand-Îlet, on en a maintenant une quinzaine un peu partout dans l'île qui font le même travail, quoi. Oui, on a réparti, et puis c'est une vraie bataille en matière de production d'œufs à La Réunion. C'est un vrai, que ce soit les poules pondeuses, le poulet de chair, il y a une vraie bataille pour savoir qui contrôle ce marché. Ouais. Et lorsque la dernière fois, ils ont acheté pour quelques centaines de milliers de viande de poulet congelée, on voit que ce marché-là absorbe en tout cas la viande de volaille. Ouais. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a une évolution, on va dire, pour ce qui est des terrains, c'est-à-dire que avant c'était le colonna qui régissait là les propriétés, et puis maintenant ce sont devenus 3500 agriculteurs à part entière, et donc cette réforme foncière s'est faite sans troubles sociaux, et donc ça, on va dire que c'est à souligner, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire.
extraordinaire, c'est ici à La Réunion, on est réussi à passer du colonna aux agriculteurs sans trouble. Donc on va dire que c'est un exploit pour nous, c'est remarquable. Et donc Maxima Maillot, lui et son frère ont créé beaucoup de choses. Hein. L'abattoir à Grand Matin, il l'a créé avec son frère. On lui doit aussi la création de l'URCOPA en 82. C'est l'union des coopératives agricoles, la nourriture pour les animaux. Ouais. Et donc ces deux frères ont vraiment été les catalyseurs de ce boom technologique et industriel qui a permis de faire briller Grand-Îlet et Salazie au cœur de La Réunion. Et en plus, c'est ce qu'on appelle toujours les activités annexes ou connexes. C'est le fait d'avoir installé cet élevage à Grand-Îlet, ça a obligé l'entretien des routes, parce que pour que les camions d'aliments puissent monter là-haut, il a fallu vraiment que les virages, parce qu'il y a des virages en épingle qui sont vraiment atroces, déjà en voiture. Alors imaginez des camions de plusieurs tonnes faire ces virages, ça a été vraiment quelque chose de particulier. Mais là aussi, Maxima Maillot a réussi. Ouais. Oui, les routes, c'est sur les autorités qui les ont entretenues. Et d'ailleurs, Maxima Maillot trouve que l'État a fait un travail remarquable pour entretenir le réseau routier. C'est ce qui est une très bonne chose. Et c'est un réseau routier qui doit sans cesse être entretenu, surtout à Salazie plus qu'ailleurs, parce que normalement c'est à Salazie, c'est la région où il y a le plus d'effondrements de glissement de terrain. Et d'ailleurs, lorsque le bloc s'était effondré, il menaçait carrément quelques habitations en dessous qui ont dû être évacuées par monsieur le maire, là, Stéphane Foissin, qui a fait un travail remarquable, qui a géré la situation d'une main de maître. Et donc, on va dire, c'est une coordination de tous les acteurs qui ont fait, c'est-à-dire les frères Maillot, les pouvoirs publics, le maire. C'est une coordination de tout le monde qui a permis de faire briller Salazie et Grand-Îlet. Il faut aussi, avant qu'on regarde ce reportage d'Alexandre Dupuis, se dire une chose. Dans l'évolution même de Grand-Îlet, parce que ça reste une terre agricole, où je vous en parle juste après, c'est que ce village est menacé justement par sa géologie. La dernière école, je vous préciserai juste après, a été construite de manière à gérer ce mouvement de terrain, parce que le terrain, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre Dupuis, malheureusement est en train de glisser vers la rivière du Mas. On va en parler juste après. Pour l'instant, je vous propose de regarder ce reportage d'Alexandre Dupuis qui parle de Maxima Maillot, de son frère également, et de ce qu'ils ont apporté à Salazie et à Grand-Îlet. Voilà. Moi, je voulais rajouter cette petite note-là, élargir un peu, on n'est pas seulement sur Grand-Îlet. Là, on pouvait marcher dans votre jardin comme ça. Nous sommes avec Maxima Maillot, qui est une figure de Grand-Îlet, et c'est grâce à vous que, grâce à votre frère et grâce à l'entraide dans le village, que Grand-Îlet s'est développé à partir des années 60 et surtout des années 80. Oui, effectivement, j'ai participé au développement du village à partir des années 1970. Avant moi, il y avait d'autres acteurs, tels que le père Guy Simonet, qui avait beaucoup œuvré certainement pour l'installation du culte religieux sur Grand-Îlet, mais il a ouvert, sa mission n'était pas seulement que de ramener ses brebis à l'église, mais ça a été aussi de participer au développement sur le maraîchage et sur les productions animales. Aujourd'hui, ça c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a une des plus belles églises en bois de La Réunion. Elle avait souffert dans les années 95. Un cyclone l'avait complètement démolie alors qu'elle était en rénovation.
Donc les pouvoirs publics, c'était un bâtiment classé, donc les pouvoirs publics ont mis les moyens pour que ça soit reconstruit à l'identique. Et aujourd'hui, donc on a une belle petite église et ça fait le charme du village et ça attire aussi beaucoup les touristes qui viennent découvrir le village et en même temps découvrir l'église. Et de s'apercevoir qu'à Grand-Îlette, bon, ben, on est quand même à 1100 mètres d'altitude. Aujourd'hui, on a des tables d'hôtes, on a des chambres d'hôtes, on peut loger pas mal de monde. Et puis, c'est le départ de grands sentiers tels que la Roche Écrite, le Piton des Neiges, et puis tous les sentiers qui arrivent sur Mafate. Et à noter qu'on a des grandes courses comme le Grand Raid, le Trail en particulier, qui part de Grand-Îlette. Et puis il y a les Trois Salazes aussi, une course importante qui décolle de Grand-Îlette une fois par an. Donc il y a de l'animation, il y a eu du développement agricole, il y a du développement touristique, et le religieux c'est aussi pas mal maintenu, puisqu'on constate que la petite église est toujours pleine le samedi et le dimanche. Donc je dirais que la vie est très agréable à Grand-Îlette, et je souhaite vivement que l'on puisse continuer à vivre paisiblement avec le soutien des pouvoirs publics et garder le dynamisme du village. Tout est arrivé à Grand-Îlette, de la Mare-Vieille-Place à Grand-Îlette, à tête d'homme ou à dos de bœuf, puisque la route est arrivée qu'en 1966. L'électricité est arrivée en 1980 et tout le secteur a été desservi pas avant 1995, donc on peut dire que c'est très récent. L'alimentation en eau potable et avec un réseau fiable, il date des années 75, donc tout ça c'est récent. Avant, donc chacun avait son tuyau privé ou alors une canalisation communale en très mauvais état et il manquait d'eau à la population. Donc la lessive se faisait à la rivière. Et vous voyez, le développement s'est fait. Et tout le monde a marché à la même cadence pratiquement. Le développement s'est fait, les élevages, les infrastructures ont été créées, l'eau, l'électricité, le téléphone est arrivé assez rapidement. Et dans le même temps, les élevages se sont développés. Et aussi donc les outils de transformation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau de production tel que ça exige des pouvoirs publics un entretien du réseau routier et un entretien du réseau électrique et d'eau. Régulièrement, il faut qu'on ait un réseau fiable parce que donc on a quand même beaucoup l'enjeu est économique, pas seulement pour Grand-Îlette, mais aussi pour le département. Parce que si on a 15% de la production animale sur Grand-Îlette, ce sont des chiffres qui parlent quand même, quoi. C'est-à-dire que si on ne peut plus travailler, ben, les abattoirs du littoral ne pourront plus travailler non plus, et les fabricants d'aliments ne pourront plus travailler. Et aujourd'hui, quand on regarde notre réseau routier depuis sur l'ensemble de l'île, mais en particulier sur Salazie pour une route de montagne, ben, on est très satisfait du réseau, de la qualité du réseau et la qualité de la prestation des services qui nous accompagnent tous les jours. Donc on a plus de gros problèmes. Au début, dans les années 70, après l'ouverture de la route, on avait souvent des chutes de pierres, des éboulis énormes qui nous paralysaient pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, avec les engins qu'on dispose et les services que le département a mis en place, on a un réseau qui est très fiable et qui, en cas d'événement d'éboulis, bon, c'est dégagé en l'espace d'une journée, quoi. Donc, c'est pas gênant pour notre travail, pour notre production. Aujourd'hui, quand j'entends sur tous les ondes crier la vie est difficile, c'est compliqué, et que mon Dieu, que la vie était belle dans les années 60, 50,
Ben, ça me fait un peu mal au cœur d'entendre ça, parce que ceux qui disent ça n'ont pas connu certainement ces moments difficiles. Donc je les invite à me rencontrer pour qu'on en discute longuement sur la souffrance de la population des années 50. Pas de médecin, pas de route, pas d'infirmiers, pas d'électricité, pas d'eau, pas de téléphone. Donc si vous pensez que c'était beau, c'était agréable à vivre, ben, je vous invite à participer. On peut créer ce milieu-là et vous faire vivre quelques jours. Les touristes qui débarquent à Grand-Îlette, bon, quand ils voient que tout est fonctionnel et qu'il y a des routes et tout ça, ils pensent que ce développement a été naturel et normal et a été le même partout dans l'île. En fait, ils n'ont pas vraiment idée de la difficulté qu'il y avait dans les années passées. Les gens ne s'en rendent pas compte, en fait. Même les jeunes, nouvelle génération, je ne sais pas si vont se rendre compte de la difficulté dans le passé qu'il y avait pour Grand-Îlette, pour tous les services. C'est un peu dommage, mais aujourd'hui, nous vivons avec le numérique et on peut faire des images en longueur de journée. Mais à cette époque-là, la souffrance de la population ou la vie de la population de l'époque n'a pas été enregistrée et ne reste pas. Il n'y a aucune image d'entretenue. C'est un peu dommage. Bon, les anciens sont partis, il y a eu quelques interviews de quelques personnes dans les années 60, mais ça n'a pas été trop diffusé. Donc ça a été tellement vite le développement, sur l'espace de 20 ans avant ce développement, ce qui fait que nous-mêmes, ma génération, ben, on a tendance un peu à oublier ce qui s'est passé hier et la souffrance de nos parents. J'entends souvent des gens dire « Ah ben oui, mais moi j'ai pas eu de chance, mes parents n'ont pas été gentils avec moi, ils m'ont pas envoyé à l'école. » Mais ils n'ont pas envoyé à l'école parce qu'ils ne pouvaient pas envoyer à l'école, tout simplement. Donc c'était assez difficile. Et ben, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait communiquer et bien expliquer, retrouver des images d'archives, il y en a avoir quelques images à droite et à gauche pour montrer aux gens qui débarquent dans notre village, ben, que la vie était bien plus compliquée avant, quoi. Mais je pense que moi j'ai rencontré des gens quand ils viennent chez nous, rien qu'à regarder le relief et ils voient la difficulté de la route, ils supposent que c'était très compliqué hier quand même, hein, et que quand on discute avec les gens qui tiennent les tables d'hôtes et tout ça, ces gens-là ont reçu une formation. Et quand ils communiquent avec les touristes de passage, ils arrivent à apporter toutes les informations utiles et nécessaires pour permettre aux touristes de bien comprendre et d'analyser la situation et le parcours qu'a connu le village pour arriver à ce stade-là. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à Grand-Îlette maintenant, grâce à tout ce travail qui a été fait, est-ce que les habitants de Grand-Îlette n'en tirent-ils pas un genre de fierté? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus fiers qu'avant d'être de Grand-Îlette? Est-ce que c'est beaucoup plus un honneur maintenant, on va dire? Oui, c'est vrai que dans les années 50, quand on disait qu'on venait de Grand-Îlette, on était considéré comme le yab pas de jaune, qui comprenait rien, qui était sale et qui ne savait pas causer. Aujourd'hui, tout le monde est fier de dire que je vis à Grand-Îlette. Avant, les gens avaient presque honte de recevoir des gens de passage dans la cour ou à la maison. Aujourd'hui, les gens sont fiers de recevoir et de faire la fête et d'inviter des gens du littoral. C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils partagent leur joie de vivre à Grand-Îlette. Mais les gens sont restés quand même modestes, un peu en retrait et prudents. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à dire ah, vous arrivez, vous êtes chez vous. Pas tout à fait ça quand même. Hein. mais il y a quand même un plaisir de recevoir. Et n'importe qui, on s'adresse à n'importe quelle personne dans le village. La personne va répondre gentiment avec un sourire, soit en créole, soit en français. Mais il est à l'aise pour s'exprimer et communiquer sur son village. Donc on est vraiment dans le cirque, hein.
Donc on a l'entrée, le canyon qui sort de Salazie pour arriver sur Saint-André. Ouais. Ensuite vous avez le Bémassoun. Ouais. Au pied du Bémassoun, on a le village de la Mare à Martin. Ensuite on a le bras de Sainte-Suzanne en face de nous, là, avec son nuage. Et là, juste devant, là, la roche écrite. Ouais. Donc on a derrière nous le brûlé, derrière la roche écrite on a le brûlé et puis Saint-Denis. Ouais. Là vous avez la fenêtre qu'on appelle, la fenêtre qui sépare entre la roche écrite et le pic de Simandef. Ouais. Ensuite on va aller vers Mafat. Là on ne voit pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de nuages, mais c'est le col de Fourche et les Trois Salazes. Et puis on a le Gros Morne devant nous, le Piton des Neiges. Des années 60, j'étais encore jeune, j'allais à Salazie et on avait du plaisir à regarder les nacelles qui descendaient du téléphérique du Bélouve vers la Mare à Poule d'eau. Parce que c'était le seul moyen d'exploiter la forêt de Bélouve. Il faut rappeler que Bélouve, c'est, je crois, c'est 3000 hectares de forêt, et surtout avec des tamarins, des hauts, un bois très recherché pour la construction, l'aménagement, la construction des meubles. Et à cette époque, c'était le seul moyen d'accéder à la forêt de Bélouve. Ensuite, il y a eu, dans les années 60-70, la création de la route de Bébourg via la plaine des Palmistes, qui mène jusqu'au Bélouve. Donc l'arrivée des camions sur le Bélouve par la plaine des Palmistes ne rendait plus nécessaire le maintien du téléphérique de Bélouve-Mare à Poule d'eau. Donc finalement on a abandonné le téléphérique et c'est un peu dommage. D'abord on connaît le site, il n'y a jamais eu d'accident. Quand on transportait du bois, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas aujourd'hui avec les moyens modernes que l'on a pour construire un téléphérique, les ingénieurs dont on dispose, on devrait pouvoir, à un coût raisonnable, remettre en route le téléphérique pour transporter des passagers et des touristes en particulier. Parce que je veux dire que des gens viendraient de la plaine des Palmistes pourrait descendre, se promener un peu sur Helbourg et remonter après, et vice-versa, des touristes qui arriveraient sur Helbourg pourraient aller jusqu'à la forêt de Bélouve, se promener jusqu'au Cap des Anglais, soit redescendre à pied, soit reprendre le téléphérique pour redescendre. Je pense qu'il y a des pistes à analyser, et pour moi c'est un projet qui pourrait être très intéressant pour la commune de Salazie et même pour l'île de la Réunion, parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut créer des téléphériques à pas trop cher et avec un retour sur l'investissement assez rapide. Parce qu'il y a quand même pas mal de touristes qui viennent à la Réunion et les gens aiment bien innover et découvrir les montagnes dès qu'ils sont un peu à mi-hauteur. Grand Matin, c'est un abattoir qui a été construit dans quelle année déjà? C'était 90. 90. Et ce nom, justement, Grand Matin, est très poétique parce que ça sous-entend que, eh bien, que la Réunion appartient à ceux qui se lèvent tôt et que voilà. La magie de la journée dans le matin, c'est un nom bien trouvé, quoi. On avait eu plusieurs propositions de notre agence, on avait aussi nous émis des idées. Donc on a retenu le nom de Grand Matin parce que Grand Matin, c'est déjà très tôt le matin, la fraîcheur, la rosée, c'est aussi la bonne humeur, puisque quand on se réveille de bon matin, souvent on est de bonne humeur, en pleine forme, et on a envie d'aller travailler. Et puis la fraîcheur, la qualité du produit. Grand Matin, c'est aussi un mot créole bien ancré dans le territoire, c'est un mot qu'on utilise tous les jours.
les métropolitains, ils disent le petit matin, donc on est un peu en contradiction avec les métropolitains qui nous ont fait quelquefois des surprises parce qu'un jour on avait commandé des caisses avec le nom de Grand Matin dessus. Ils ont cru qu'on avait fait une erreur et ils ont mis petit matin. Donc c'est vrai que c'est un nom, on a ce choix-là aussi parce que c'est pas une marque pour quelques mois ou quelques années. C'est une marque qui dure dans le temps, parce que c'est un mot facile à retenir et qu'on utilise tous les jours. Tout le monde à la maison parle de Grand Matin. Ça veut dire de bonheur, de bonne humeur. Et à Grande-Sillette, après, on avait créé une autre marque, c'est aujourd'hui pour les œufs, qui s'appelle Léo de Salazie. Là aussi, je trouve que c'est pas trop mal non plus, parce que c'est Léo, L-E accent aigu O. Et donc, c'est Léo, le nom d'une personne, et c'est Léo de La Réunion, dans les Hauts de Salazie. Et il y a une troisième marque qu'on avait créée sur Grande-Sillette, c'est Bonaire. Le Bonaire. C'est-à-dire le Bonaire, c'est le bon air. C'est aussi être de bonheur le matin. Et tout ça, ça rappelle la fraîcheur des Hauts, la qualité de vie dans les Hauts. Donc on a essayé de trouver des marques qui collent au territoire et qui permet aussi aux acheteurs de retenir et de bien comprendre qu'il y a le produit, les hommes et le territoire. On a des atouts parce que c'est un cirque et chaque cirque a sa vocation. Chaque région du cirque a sa vocation. Redites-le devant la caméra. Ça veut dire que Salazie, c'est un cirque. Il y a quand même 13 000 hectares sur cette commune. Et notre commune, de par son relief et de par son histoire, peut bénéficier de microclimats et de modes de production. On s'aperçoit que par exemple sur Marapuldo, c'est la seule région de l'île de la Réunion, on produit du cresson. Sur Elbourg, Marapuldo, c'est aussi la seule région la plus importante au niveau des chouchous. Maracitron également produit des chouchous et des oranges, des tangors, des mandarines. Sur Grande-Sillette, le village de Grande-Sillette, on s'aperçoit que c'est surtout de l'élevage industriel et puis un peu de production végétale. On va sur la Mare-à-Martin, on rencontre que la cueillette des goyaviers et de la production végétale. Et donc, dire que, on va sur Mare-Goyave, l'Escalier, là on trouve des plantations de bananes et également de chouchous et de citrouilles. Ça veut dire que cet ensemble-là nous permet de diversifier la production et les activités dans le cirque, tout en n'étant pas en concurrence un village par rapport à l'autre. Comme quoi le bon Dieu fait bien les choses. Hein.